Aujourd'hui, dans Garches de tout temps, nous allons revenir sur ces métiers garchois oubliés, mais pourtant exercés dans le Garches du 19e siècle. La plupart des éléments donnés dans ce podcast proviennent des registres des délibérations des conseils municipaux de Garches, une source précieuse d'informations sur l'évolution de la ville. À chaque fois que je donnerai un montant en francs, il s'agira d'anciens francs. Les officiers de la garde nationale sont les officiers de l'ensemble des milices de citoyens formés dans chaque commune au moment de la Révolution française. La garde nationale est inscrite dans la Constitution en 1799 et ces officiers sont élus par la population et ne peuvent effectuer plus de 2 mandats successifs, ce qui confirme son statut de force de sécurité nationale et démocratique. Depuis 2016, il existe à nouveau une réserve militaire et civile reprenant ce nom, mais elle correspond à une réserve opérationnelle des armées, de la gendarmerie et de la police nationale et n'a absolument rien à voir avec la garde nationale traitée ici. À Garches, la première mention de la garde nationale date du 30 mai 1790 et concerne l'achat de fusils qui coûtent 300 livres à la commune. Malheureusement, dès le mois de novembre, la ville reprend une délibération informant de la revente des 20 fusils achetés au mois de mai, à cause des mauvaises recettes. Elle le justifie car ils étaient en train de dépérir, faute d'entretien. Ils seront donc revendus, de préférence au prix qu'ils ont coûté, donc sans perte pour la ville, à des particuliers de la paroisse. Ces premières délibérations nous montrent qu'en effet, chaque commune doit avoir une garde nationale, et c'est bien le cas à Garches. Encore faut-il quels aient les moyens de l'entretenir. En effet, l'achat d'armes, mais aussi leur entretien est une dépense régulière pour les communes, alors l'arsenal n'est pas la seule dépense de la commune pour sa garde. En 1831, la ville doit recouvrir différentes dépenses, la construction d'un corps de garde, l'achat de caisses, d'habits et d'autres objets pour le service de ladite garde, une dépense qui s'élève à 761 francs et 90 centimes, dont 291 francs sont réglés par une quête volontaire des habitants de la commune. Alors les quêtes volontaires permettent de payer une partie de ces dépenses, mais c'est également le cas des dons de Garchois qui vont être consignés à chaque fois dans le registre des délibérations, à l'instar du don du sieur des Préaux en 1791. En effet, pendant de nombreuses années, les officiers de la garde nationale de Garches jouissent d'une très bonne réputation au sein de la commune. Alors bien sûr, les habitants doivent s'en sentir proches. En effet, ils participent, comme le veut la loi, à l'élection des officiers. Pour cela, ils se réunissent sous le porche de l'église. Ces officiers prêtent ensuite serment. Un serment qui varie selon les périodes. En 1791, c'est alors la monarchie constituante. Ils, je cite, jurent fidélité à la nation, à la loi et au roi, d'obéir avec ponctualité aux ordres de leurs commandants et de leurs officiers. Le serment de 1792 n'a pas été retranscrit, mais il devait certainement faire référence à la République. Tandis qu'en 1830, sous la monarchie de Juillet, voici la teneur du serment. Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Alors qu'en 1790, elle se compose de 38 personnes, séparées en 2 compagnies avec chacune un commandant, un capitaine, 9 sergents et 8 caporaux, elle va rapidement être liée, sûrement pour des questions d'organisation, à la garde de Saint-Cloud. Les officiers garchois s'y rendent pour, je cite, prendre le mot de l'ordre. En 1830, alors qu'elle se compose désormais de plus de 100 hommes, elle va former un bataillon cantonal avec Saint-Cloud. Le rôle de la garde est d'assurer le maintien de l'ordre dans chaque commune, en temps de paix, et la défense militaire du pays en temps de guerre, en complément de l'armée régulière. Ainsi, à Garches, les officiers sont postés la nuit devant l'église pour la protéger des vols en décembre 1791, car 2 tentatives avaient eu lieu au début du mois. C'est aussi une fonction représentative. Ils sont invités aux cérémonies officielles de la ville, comme en 1802 pour la cérémonie de prise de poste du desservant du culte catholique. Cette notion de représentativité se retrouve régulièrement dans les délibérations à partir de 1835, avec l'habillement du tambour et les achats de caisses. Par caisse, il faut certainement entendre grosse caisse, c'est-à-dire l'instrument de musique. L'habillement du tambour correspond certainement à l'habillement de l'officier, ayant la fonction de jouer de la grosse caisse pendant les défilés. En 1849, alors que la compagnie de Garches s'élève à 200 hommes, il apparaît nécessaire au conseil municipal de voter l'achat d'une nouvelle caisse et l'habillement d'un second tambour. En 1850, c'est un nouveau drapeau qu'il faut acheter. Et en 1851, il y a de nombreux débats au sein du conseil à propos de l'uniforme qui doit être choisi. Et finalement, il est composé d'une tunique, d'un ceinturon et d'un poignard, comme l'uniforme de la garde nationale de la ville de Paris ou celle de Versailles. Ainsi, les officiers de la garde nationale, qui agissaient, on l'a dit, comme une force de sécurité de proximité, faisaient partie du paysage courant. Ils étaient choisis parmi les Garchois, par les Garchois, et nombre d'entre eux y ont sûrement effectué leur service militaire. C'était une façon de représenter dignement la ville à une période où l'identité communale est en train de se forger. La garde nationale subsiste à tous les régimes politiques de la Révolution jusqu'à juillet 1871. Elle n'a pas résisté aux événements qui surviennent alors. En effet, elle est dissoute pour avoir globalement soutenu les insurrections communalistes un petit peu partout en France, et notamment la Commune de Paris qui a été fortement réprimée. Le pouvoir central
centrale ne lui fait plus confiance. Toutes les gardes nationales sont donc dissoutes. Garches a longtemps été une bourgade rurale. Ses habitants tiraient leurs revenus de la terre et étaient pour bon nombre d'entre eux des cultivateurs. Ils avaient donc besoin d'un garde champêtre pour la protection de leurs récoltes. La fonction de garde champêtre apparaît dès la Révolution dans le registre des assemblées de la ville. C'est un employé municipal et le nombre de délibérations s'y afférent témoignent de l'importance qu'il revêt alors. En 1792, une délibération nous informe que le sieur Villeroy est maintenu dans ses fonctions après la Révolution mais qu'il doit prêter serment de maintenir la liberté, l'égalité et la sûreté des personnes et des propriétés, ou de mourir en les défendant et de remplir avec exactitude ses fonctions. Sa rémunération, honorée par la ville grâce à un impôt qui n'a d'extraordinaire que le nom, car il se répète chaque année, ce qui nous permet de connaître son évolution, est de 100 francs en 1801. Mais ce n'est pas suffisant pour trouver le remplaçant du sieur Villeroy, donc en 1802 il est rémunéré 300 francs, puis 500 francs à partir de 1807, et finalement en 1813, la ville considère que c'est trop et va baisser la rémunération à 400 francs, jusqu'en 1863 où elle va remonter à 600 francs, puis 800 francs, puis 900 francs et atteint les 1000 francs en 1888 et 1100 francs l'année suivante, et finalement, elle atteint 1200 francs en 1903. Il est, selon les périodes, logé par la ville. D'abord un logement de 2 pièces au-dessus de l'église, l'ancienne église, celle qui a été détruite en 1871. Pour en savoir plus, vous pouvez aller écouter le podcast sur l'église Saint-Louis. Puis, il est logé dans un appentis accolé à l'église, ensuite dans le parc du château Civial, actuellement le parc de la mairie. Et finalement, il se loge seul, mais obtient une indemnité de logement d'un montant de 200 francs par an. Le conseil municipal se réunit et délibère à chaque fois qu'il doit recruter un nouveau garde champêtre, et cela intervient, si l'ancien est décédé, démissionnaire ou remercié. Au fil du temps, les critères de recrutement semblent s'affiner selon les soucis qu'ils ont pu avoir avec les précédents gardes champêtres. Ils sont souvent d'anciens militaires, à l'instar du sieur d'Orange, engagé en 1795, qui était, je cite, ancien vétéran de l'armée, ou du sieur Jean-Pierre Daubeau, qui était soldat, vétéran et qui a 28 ans de service, engagé en 1807. L'un d'entre eux était vigneron à Garches, le sieur Jean-Louis Frémont, mais il sera finalement remercié pour 2 raisons. Étant âgé de 69 ans, a perdu l'activité nécessaire pour exercer ses fonctions de sa charge et ne peut surveiller qu'imparfaitement les propriétés rurales de la commune. Mais aussi que se trouvant journellement dans le cas de réprimer les infractions auxquelles se livrent quelquefois les militaires isolés des garnisons de Rueil et Saint-Cloud, il ne possède pas les moyens de les ramener à l'ordre et au respect des propriétés, parce que lui-même n'a jamais été militaire. La bonne conduite est également recherchée après quelques expériences malheureuses. Le sieur Cellier est destitué en 1818, car il remplit mal sa tâche, malgré de nombreux rappels à l'ordre. Et le suivant, le sieur Duchesne, ne fera pas l'affaire non plus. La délibération indique que sa conduite jusqu'alors le rend incapable de pouvoir continuer, étant journellement à fréquenter les cabarets et n'ayant aucun soin à ses devoirs. Le dit Duchesne, malgré les reproches que l'on lui a faits à différentes fois, n'a pas répondu plus exactement à ses devoirs et n'a pas porté les jours nécessaires à la conservation des propriétés et réprimer les délits qui journellement se commettent. Ainsi, les candidats, qui avec les années sont de plus en plus nombreux, ont plus de chances d'obtenir la place s'ils produisent des certificats de bonne conduite. La difficulté de trouver de bons candidats pour ce poste semble importante, car la ville débauche parfois dans les villes voisines et vice-versa. On peut donner l'exemple du sieur Janin, débauché au Chesnay en 1840 et qui est ensuite débauché par Saint-Cloud 2 ans plus tard. Agents officiels de la ville, ils sont habillés par elle. À partir de 1891, une indemnité de 100 francs est prévue au budget pour l'habillement du garde champêtre. Sa tenue se compose ainsi: une capote, une pèlerine, un pantalon, une tunique, un képi et une paire de chaussures. Pour chaque élément de son vestiaire, une durée de vie est prévue. Au vu de son travail, il a le droit à 2 paires de chaussures par an, mais sa capote doit durer 6 ans et sa pèlerine 3. Le pantalon 9 mois, mais sa tunique et son képi 1 an. Rapidement, le garde champêtre est secondé par des gardes messiers. Il s'agit de personnes élues pour 2 ans au sein des cultivateurs garchois, qui doivent surveiller les cultures au moment des récoltes et venir ainsi en aide aux gardes champêtres. Messier est un dérivé du latin messis, signifiant moisson. Les premières années après la Révolution, ils sont parfois rémunérés, mais ensuite il semblerait qu'il s'agisse d'une fonction bénévole, mais indispensable en période de récolte. Ils sont au nombre de 4 ou 6 selon les périodes et doivent également prêter serment. En 1884, à Garches est établi le bureau de poste et télégraphe. À partir de là, la ville est tenue de fournir un employé à l'administration des postes et télégraphes pour livrer les dépêches des télégraphes. Cet employé est appelé le facteur de dépêche ou le porteur de dépêche dans les registres des délibérations. Il est sous les ordres de l'administration des postes, mais est rémunéré par la ville. Tout d'abord 300 francs, puis 400 à partir de 1890, 800 et finalement 1000 francs en 1902 et 1200 en 1905, car son travail est reconnu comme difficile par le conseil municipal. En 1920, la porteuse de dépêche est même rémunérée 3600 francs par an, car le conseil municipal reconnaît, je cite, la cherté de la vie.
Le profil de ces porteurs de dépêche est varié. Le premier mentionné est le sieur Béraud, sur lequel nous ne savons pas grand-chose, mais il démissionne en 1889 et le conseil municipal pourvoit à son remplacement en employant le fils Robillard, âgé de 13 ans, qui réunit les conditions voulues pour faire ce service. En effet, si le jeune homme est indisponible à cause d'une maladie, il pourra être remplacé par son père ou sa mère. 2 femmes sont également mentionnées, la première appelée uniquement la porteuse de dépêche en 1894 et la seconde appelée Madame Pelletier en 1920. L'outil de travail du porteur de dépêche est sa bicyclette, et le conseil municipal l'a bien compris. En 1907, il accorde une prime de 100 francs pour que le porteur de dépêche achète une seconde bicyclette et ne soit pas bloqué dans sa mission en cas de réparation à effectuer sur la première. En effet, le nombre de dépêches distribuées doit être très important, car le conseil municipal évoque en 1919 l'importance des recettes du bureau de poste de Garches, qui sont passées de 900 000 francs en 1919 à 4 millions en 1920. L'évolution démographique amène les services municipaux à s'agrandir progressivement. C'est pourquoi en 1887, alors que la ville est passée de 1607 habitants en 1881 à 2040 en 1891, le conseil municipal se met d'accord sur la nécessité de se doter d'un employé de mairie, également appelé garçon de bureau, qui fera aussi fonction d'appariteur. Cette personne est rémunérée 450 francs au départ, puis 600 en 1891, mais cette augmentation est conditionnée. Il doit être à la disposition de la commune tous les jours à partir de midi et employé ses temps libres à travailler sur les chemins ruraux de Garches. En plus de son salaire, il touche une indemnité de logement annuelle d'un montant de 300 francs et la ville lui paye son chauffage. Son salaire augmente à 840 francs et passe finalement à 1200 francs en 1916. Il faut doter le sieur Maté, premier appariteur de Garches, d'un signe distinctif. Le conseil municipal vote la somme nécessaire pour l'achat d'un képi avec un galon, somme qui est d'ailleurs prise sur le budget d'habillement du garde champêtre. À l'instar des autres employés de la ville que nous avons précédemment cités, il doit également prêter serment. En 1902, puis à nouveau en 1919, un sujet préoccupe le conseil municipal. L'occupation de son appariteur, garçon de bureau, pendant les heures de travail. En effet, 2 fois, le CM délibère à propos de l'interdiction de colportage de catalogues ou de distribution de prospectus pour le compte de particuliers. En 1902, les conseillers magnanimes décident finalement d'autoriser l'appariteur à le faire, à condition que cela n'impacte pas son service à la mairie. Mais en 1919, il est décidé d'interdire cette pratique. Pour terminer, je vous propose un petit bonus qui ne provient pas d'une archive papier mais d'une collecte d'archives orales. Une Garchoise ayant participé à ce projet en cours aux archives de la mairie de Garches a évoqué le métier de chanteuse des rues. Eh bien oui, à l'époque où il n'y avait pas la possibilité de mettre de la musique dans ses écouteurs ou à fond sur son enceinte, la musique faisait pourtant déjà partie des mœurs des Français. Ce métier était très répandu et n'a bien sûr pas évité Garches. Écoutons-la. Et puis j'ai même vu une chanteuse des rues, vous savez, on jetait de l'argent, des pièces de monnaie par la fenêtre. Ça j'ai connu. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que c'est qu'une chanteuse des rues ? Ah bon. Donc les gens ne savent pas. Et ben c'était je crois qu'Édith Piaf l'a fait. Dans les rues, les gens chantaient, on se mettait à la fenêtre et on leur jetait de l'argent. Et alors les chanteuses des rues à Garches chantaient bien ? Ça je sais pas. C'était pas Édith Piaf en tout cas. Certains de ces métiers ont évolué, d'autres existent encore ailleurs. Et les derniers ont totalement disparu. Au travers de ces métiers oubliés à Garches, j'espère vous avoir permis de vous représenter le Garches d'autrefois.